Cette histoire s'inspire de témoignages trouvés sur Internet. Des randonneurs qui partent camper et qui font une mauvaise rencontre. Le sifflement. Écrit et compté par Vanham. Je regarde des shorts sur mon ordinateur, affalé sur le sofa. 3 canettes de bière bon marché sont posées sur la table de chevet. Les fenêtres sont fermées, l'air vicié. Chaque fois que je reviens du travail, je bosse comme commercial pour une boîte high-tech, je suis pris par l'inertie. Parfois, j'ai la force de faire cuire des pâtes et d'y ajouter des oignons à la poêle et du jus de tomate. Mais la plupart du temps, je commande un plat en ligne. Une pizza, des sushis, pas de fantaisie. Mais ce soir-là, je me sens mourir de l'intérieur. J'ai passé des années comme ça, empêtré dans une routine que j'ai choisie, certes, ou que je crois avoir choisie. Alors, je vais sur Arte et je choisis un documentaire. J'ai besoin de voir du vert. Je vois sur leur fil un documentaire sur les forêts. Je ne réfléchis pas, je démarre la vidéo, me mange les 2 pubs, l'une pour vendre mon auto, la deuxième pour réserver des vacances à Mallorca. Puis je mets mon casque audio pour plus d'immersion. Je suis pris, tout de suite, par la voix de la femme, apaisante, les images magnifiques, depuis un drone ou au ras du sol. Et ce jeune homme, un Allemand de Bielefeld, qui part camper pendant 2 mois, seul, après s'être fait larguer par sa copine. Dans le docu, le type nous explique que c'est ça ou la dépression. Non seulement je m'identifie tout de suite à ce bonhomme fort sympathique, mais je me dis qu'il faut aussi que je parte en camping. Je suis au bord du burn-out, ou du bore-out, ou un mix des deux. Le docu se termine au bout de 50 minutes. Je ne vois pas passer les minutes. Je referme mon laptop en vitesse pour couper court aux pubs et aux tentations. Ça sonne à la porte. J'ouvre. Ce sont mes sushis. Je souris au livreur, qui paraît aussi épuisé que moi, si ce n'est qu'il fait une activité physique et que ça fait 3 semaines que je me dis que j'irai à la gym. Vous savez, ces salles pleines d'appareils et de sueur que vous payez 60 € par mois, ou plus. Je referme et reste avec le sac plastique dans les mains. Je me dis que je ferai du sport dans la forêt. Et je me dis que je suis en train de polluer la terre avec un énième sac en plastique. Les sushis sont eux aussi sous plastique. Et j'ai sans doute du plastique dans le sang. En résumé, ma vie a la saveur du plastique en cet instant. Mais la différence, c'est que j'ai un projet. Je pose les sushis sur la table de la cuisine et je vais chercher un sac de rando, caché derrière les édredons sous vide et une pile de boîtes dont j'ai oublié ce qu'elles contenaient. Le sac de rando est quasi neuf. Je l'ai utilisé une fois il y a 10 ans peut-être pour faire le tour du Mont Blanc avec des amis. Depuis, plus rien. Je l'ouvre et j'y mets plein d'affaires. Mais je me dis, attends, tu vas pas charger 10 kilos d'affaires sur ton dos. Tu mets 3 chaussettes que tu laveras à la rivière, tu pars en rando, pas à Ibiza. Alors je vide le sac et je recommence. Chaque objet ou affaire que j'y mets doit être absolument nécessaire. Un réchaud, un couteau suisse, une gourde, 3 t-shirts, une parka. Et je boucle le tout avec la petite tente. Idem pour la tente, utilisée à 1 ou 2 occasions. Bref, vous avez saisi. J'ai empli ma vie d'objets, sans doute pour couvrir le vide intérieur qui m'habite. Ce que j'allais découvrir, c'est que le vide est en réalité notre plus grande ressource. J'y reviendrai peut-être. Je suis alors loin d'imaginer que je ne reviendrai pas chez moi. J'écris ces lignes sur mon smartphone, dans un endroit reculé de la forêt, où j'ai encore un peu de signal.
Il faut que j'écrive au plus vite, avant qu'elle revienne. Le lendemain matin, je laisse mon appartement, direction la station de train. Je ne mentionne pas ma destination pour des raisons que vous allez comprendre. Je fais ensuite la route à pied. Le premier village où je fais halte est pittoresque. Oh, les gens sont méfiants, regard oblique, mais respectueux globalement. Je prends un café au seul bar tabac. Une femme édentée me demande où je me rends. Je lui dis que je pars en randonnée dans la forêt, située à 5 kilomètres de là, et que je compte y camper. Je me rappelle son regard porcin, et ce moment de silence qui a mis un malaise. Je regarde le barman qui essuie ses verres, mais il ne dit rien, et se contente de détourner la tête. La femme me dit alors ces mots lugubres. « Il faut être fou pour camper dans les bois. La plupart des randonneurs y font de mauvaises rencontres. Et je parle de ceux qui reviennent pour raconter leurs mésaventures. » Elle boit sa suze, cul sec, lance 3 pièces sur le comptoir et me donne une tape assez forte sur l'épaule. Je la suis du regard. Elle traverse la rue, insulte un automobiliste un peu trop pressé et disparaît de mon champ de vision. À ce moment-là, je ne me sens pas bien. Je suis même prêt à renoncer, à revenir à ma petite routine. Sauf que, comme je l'ai expliqué au début du récit, je hais ma routine. J'en suis devenu allergique. Hors de question de renoncer. On va pas renoncer pour quelques paroles en l'air. Même si elle m'a foutu la frousse, je l'avoue. Je paie et m'apprête à partir quand le barman me dit « Sois prudent, petit. » Cette fois-ci, il me faut du courage pour continuer ma route. Mais il fait grand beau, et il me reste encore 6 ou 7 heures avant la nuit venue. Mon idée est de marcher un peu, de monter le camp, d'allumer un bon feu et de me réveiller à l'aube, revigoré, avec le chant des oiseaux. Quand j'arrive devant le premier sentier de rando, je lis des panneaux indicateurs. La rando la plus courte dure, si on fait la boucle, 4 heures. Les autres, c'est plutôt 7 heures et 16 heures pour la plus longue. Bien entendu, on parle des sentiers battus. Et devinez quoi ? Je suis du genre grandiloquent. Je pense que je vais très vite sortir du sentier et me fier à mon instinct et ma boussole. Quand j'ai posé mes jours, le matin même de mon départ, j'ai reçu un email incendiaire de mon manager. Mais devinez quoi ? J'étais tellement au bout de ma vie que je n'ai tout simplement rien répondu. Et je me foutais pas mal de me faire virer. En fait, ça m'aurait arrangé. Je crois que j'avais le feu au derrière, que c'était une fuite en avant, bien sûr, mais pour se recentrer sur soi-même. Pour laisser le monde oppressant derrière moi, la ville, la supraconnectivité et la mauvaise ambiance générale, tout quoi. Bien sûr, je repense aux jeunes randonneurs allemands sous les arbres. Un petit vent frais vient agiter les branches. Le soleil perce à travers les branches. Je me sens super bien. Des oiseaux chantent et je croise un cycliste. Même s'il ne me dit pas bonjour, ça me rassure. Je me dis que la forêt est fréquentée, balisée, sécurisée. Je marche assez vite au début, comme je le fais en ville, le regard baissé, perdu dans le bitume ou dans mon écran. Mais peu à peu, je relève la tête, m'arrête pour m'imprégner du silence, du vent, du monologue d'un merle. Un craquement me fait sursauter. Je me fige et vois 2 biches au loin. Elles détalent et je les perds de vue dans la végétation épaisse. Je regarde au loin sur le sentier. Je m'attends à voir passer un sanglier ou quelqu'un. Mon cœur bat fort. Je me retourne. Personne non plus. En fait, c'est très calme, mais j'ai l'imagination à fleur de peau. Je repense à ces histoires paranormales, à ces docus sur les serial killers. J'ai l'esprit tellement pollué de 1001 histoires angoissantes, vous n'avez pas idée. Ou peut-être au contraire
que vous avez idée. Je m'assois sur un rocher qui borde le sentier. Il est pittoresque par sa forme et sa solitude. Aucun autre rocher. Je sors un petit calepin et je commence un journal. Des pensées au vol. Des bonnes résolutions qui me viennent. J'aimerais avoir quelqu'un dans ma vie. Mais je sais que là encore, c'est pour remplir un vide. Du moins en partie. Et je me dis immédiatement que ce serait utiliser la personne comme on utilise une lampe pour éclairer les ténèbres. Vous voyez ce que je veux dire? Je m'excuse d'ores et déjà si les mots ne viennent pas facilement ou si ça ne vous parle pas. J'écris à toute allure. Je dois finir le récit avant qu'elle revienne ou que la batterie de mon smartphone s'épuise. Je marche 2 heures sans croiser personne après ça. Si ce n'est un autre cycliste. Mais pas un seul randonneur. Puis je décide de sortir du sentier. Oh, j'hésite de longues minutes, pesant le pour et le contre. Mais je me lance. Je suis bruyant, car je fais craquer des branches mortes, des épines de conifères. Je trouve des champignons en chemin, je ne sais pas s'ils sont toxiques, alors je m'abstiens. Je les prends simplement en photo, et je me dis que ça pourrait être un nouveau hobby, un prétexte pour aller en forêt. Plus loin, je me pose au pied d'un arbre, et je casse la croûte. Un sandwich au chorizo. Là encore, je me dis qu'il faut que ça change. Trop de charcuterie, les gars. À croire que je ne sais pas cuisiner s'il n'y a pas d'abord du porc ou du poulet. À la place, j'aurais pu me faire un délicieux sandwich avec du houmous, des tomates et du concombre, de l'huile d'olive et des herbes provençales. J'aurais pu faire différemment. Je bois la moitié de ma gourde et je prête l'oreille. Je ne me suis pas tout de suite rendu compte d'un bruit de fond, très bas mais perceptible. Je me concentre. Je crois que c'est un courant d'eau, peut-être une rivière. Je reprends la route et ça ne fait plus de doute. Il y a bien une rivière avec un courant fort. Je la trouve. Quelle joie, quel sentiment agréable. Comme si j'avais fait la découverte du siècle. Elle est bordée de gros rochers dans lesquels prennent racine des sapins robustes. Son courant est puissant, bruyant, mais apaisant. Je décide de monter le camp ici, sur un lit d'épines de sapin. Entouré de ces grands arbres, je me sens en sécurité. Oh, j'ai tout de même un peu d'anxiété logée dans les poumons et le ventre. C'est la première fois que je campe seul. Mais je suis heureux de m'être lancé. J'ai l'impression d'être vivant, maître de ma vie. J'ai du mal à expliquer pourquoi. Sans doute parce que je ne réponds plus d'un horaire ou d'un supérieur. Je plante les sardines et la tente est montée. Je réunis des pierres pour le feu, puis je vais faire mes besoins derrière un arbre. Je vais ensuite au bord de l'eau, non sans difficulté, car la pente est abrupte et jonchée de roches glissantes. Je me déshabille, l'eau est froide, mais je suis plein de sueur et j'aime me sentir propre. À la faveur d'un rocher, je vais dans l'eau jusqu'aux genoux. Le courant est moins fort ici, mais faut pas aller plus loin au risque de se faire emporter. Je me mets de l'eau partout, sur le visage, sous les aisselles, partout quoi. Je grelotte, expulse l'air bruyamment et pousse des petits cris. Quel plaisir! Ça fait un bien fou. Je prends ma serviette, me sèche en vitesse et remplis ma gourde. L'eau est pure, si bonne. Je reviens près du camp. J'avoue que j'ai un coup de barre. Alors je reste posté sur un rocher à regarder l'eau déferler. La nature a quelque chose d'envoûtant. Sa violence, sa beauté. Je ressens une grande humilité. Et puis, joyeux, je me mets à siffler ou siffloter. Je ne suis pas un bon siffleur, mais j'envoie mon sifflement qui se mêle au bruit de l'eau en furie. Et là,
Je fronce les sourcils. J'ai cru entendre un sifflement. Non pas un écho du mien, sinon peut-être un oiseau qui me répondrait. Mais je n'en suis pas sûr à cause du bruit du torrent. Je prête l'oreille. Je me dis que j'ai pu halluciner. Après tout, je suis exténué. Au bout d'un très long silence, passé à scruter les arbres en face, je commence à fredonner un petit air. Puis je chante et projette la voix. Cette fois, pas de doute. On me répond. Et ce n'est pas un oiseau. Les oiseaux chantent, certes, mais pas comme ça. J'ai le cœur qui bat si fort que je n'ose pas bouger. De toute manière, où est-ce que j'irai? Dans ma tente? En haut d'un arbre? La luminosité indique qu'il ne reste plus qu'une heure de jour. Sans doute pas assez pour rejoindre le sentier, et encore moins pour sortir de la forêt. Les oiseaux, parlons-en. Ils ne chantent plus. Il n'y a que la rivière. Je pose un regard de peur sur tous les arbres. J'ai l'impression qu'on m'observe. J'avais entendu dire que la nature devient bien silencieuse quand un prédateur rôde. J'essaye de garder l'esprit lucide. Je fais preuve de courage et je lance. Montrez-vous. Je sais que vous êtes là. Mais d'abord, aucune réponse. Et finalement, le sifflement. Le même air que j'avais sifflé puis chantonné. Je crois en percevoir la provenance. Mais entre les arbres, je ne vois rien. Et puis, je relève la tête. Et là, en haut d'un tronc, à l'arrière-plan, je vois une masse. Je fronce les sourcils et tente d'affiner ma vue. Mais il fait déjà sombre et l'arbre est à environ 100 mètres derrière d'autres arbres. Mon cœur bat si fort que j'entends à peine le courant. Je fixe la masse en haut de l'arbre, haut de 30 mètres peut-être. Soudain, je la vois sauter sur l'arbre d'à côté et disparaître ainsi d'arbre en arbre à une vitesse surhumaine. Inutile de vous dire que je n'ai jamais eu aussi peur de ma vie. Je ne sais même pas comment j'ai fait pour ne pas m'évanouir, peut-être par instinct de survie. Quand je ne perçois plus aucun mouvement, je me lève doucement, puis me précipite vers mon sac pour y prendre le couteau suisse. Ridiculeusement petit. J'aurais aimé avoir un couteau de chasse. Et je me dis que ce serait plus utile de montrer les dents et de gesticuler, comme peuvent le faire les singes pour paraître plus dangereux. Je regarde tout autour de moi avec une intense concentration. La nuit commence à tomber doucement. Je ne me hais pas encore en cet instant, car je suis en mode survie. Mais le lendemain, je me dis que j'aurais jamais dû partir seul, que j'aurais dû venir en voiture. Et je me dis aussi que c'est un coup du sort. J'aimerais croire à une hallucination visuelle et sonore. Mais la suite prouve que non. Je me mets dans la tente, referme le zip. Je ne prends pas le réchaud et d'autres affaires que j'ai laissées dehors dans la précipitation. La tente est un maigre réconfort, mais c'est déjà ça. Si cette chose revient et rôde, si elle essaie d'ouvrir la tente, je le saurai. Même si je me suis assoupi, je ne pense pas à dormir, mais vient un moment où, quand il fait nuit noire, et que je veille depuis déjà 3 heures, je commence à piquer du nez. Alors je m'allonge sur mon sac de couchage. Je serre si fort le couteau que j'en ai mal au doigt. J'ai la lampe torche dans l'autre main, prêt à en découdre. Je suis si angoissé que je m'imagine qu'un ours viendra mettre le camp sans dessus-dessous. Mais il n'y a pas d'ours dans cette forêt. Pas que je sache. Bien entendu, je repense à une histoire horrible, où un homme se fait dévorer vivant par un grizzly. Quand le stress est grand, j'ai ce genre de pensée compulsive
et beaucoup de mal à m'apaiser. Je somnole, m'endors peut-être, jusqu'à ce qu'un bruit, bien distinct et surplombant le bruit du torrent, vienne me secouer. Je me redresse sur mon séant. Je n'allume pas la lampe torche, je ne vois rien. Il fait nuit noire et je n'ai pas allumé de feu. La lune est sans doute cachée par quelques nuages. Il fait si sombre, mais j'entends craquer, cette fois j'en suis sûr, quelqu'un marche aux abords de mon campement. Les bruits de pas se rapprochent, puis mon cœur s'emballe complètement quand j'entends le réchaud ou quelque chose du genre buter contre une pierre. Je respire par la bouche. J'ai mal à la poitrine tellement ça frappe fort. Je n'ai même pas la force de dire « Qui va là ?» parce que j'ai la gorge nouée, le souffle presque coupé. Si quelqu'un ouvre la tente, je l'aveugle avec la lampe torche et le poignarde en plein dans l'œil ou dans la bouche, partout. Je sens un instinct de survie jusque-là assoupi revenir à grand galop, comme dans le bon vieux temps, quand nous luttions tous les jours pour notre survie. Les bruits de pas se rapprochent. Et là, comble de l'horreur, on touche la tente, comme une main qui viendrait glisser le long de la toile. D'abord sur l'un des côtés, je me tourne, pointe mon couteau vers ce côté-là, au cas où il entrerait. Puis, ce que je suppose être une main passe sur l'entrée. J'attends, j'ai presque envie qu'on ouvre pour savoir, pour qu'on en finisse. Mais les pas s'éloignent. J'entends les pierres que j'avais regroupées bouger. Puis les pas s'éloignent encore. Et le bruit du torrent, que j'ai complètement oublié, revient peu à peu. Les bruits de la nuit ne reviennent pas tout de suite. Les oiseaux nocturnes. Même le vent tarde à revenir. Je ne sais pas ce que c'est. Si c'est quelqu'un, alors c'est un psychopathe. Je n'arrive pas à me faire une idée. Je crois que c'est peut-être une créature hybride, un homme des bois, capable de grimper aux arbres sans effort, de sauter d'un tronc à l'autre. Oh, je ne dors pratiquement pas. Le lendemain, mon sac de couchage est trempé, littéralement. Je me réveille à l'aube en sueur. Un oiseau chante, ça fait un bien fou. Mais la peur est encore forte. J'ai les membres engourdis, je sens fourmiller l'anxiété sous mes ongles. Et dans le haut du crâne. Je crois que mon âme a eu envie de sortir par le haut. Hop, un petit voyage astral pour s'extirper de l'horreur des bois. J'ouvre la tente avec appréhension, puis d'un coup sec. Et là, je vois mon réchaud hors d'usage, des pierres éparpillées, et le reste de mes affaires ici et là. Je passe une tête, je regarde à gauche, rien que des arbres et des rochers. Pareil à droite. Je sors et regarde derrière la tente. Quelque chose attire mon attention. Des traces sur le côté de la tente. C'est rouge, ça ressort sur le jaune de la toile. Je crois que c'est du sang. Des mouches voltigent autour. Même trace sur la porte d'entrée. Ah, ni une ni deux, je me dis, faut pas rester là. Prends tes jambes à ton cou. Je mets quelques affaires en vrac dans mon sac et je laisse la tente, le réchaud, de toute manière hors d'usage, et tout ce qui pèse trop lourd. Je dois revenir au sentier battu, sortir des bois le plus vite possible. Je me mets en marche sans tarder. Je devrais plutôt dire que je trottine. J'ai toujours le couteau suisse en main. Maintenant que j'y pense, j'aurais à peine égratigné quelqu'un. Encore que dans l'œil, il y a moyen de faire mal. Je me dis que l'œil est un bon point de départ, les deux yeux même, pour rendre aveugle la menace. Oh, riez si vous voulez. Mais ce genre de pensée m'a aidé à tenir, à dominer l'adversité. La forêt devient un tableau impressionniste, ou plutôt un labyrinthe ou une prison.
Ce que je veux dire, c'est que j'ai le souffle court, la vue floutée, et que je marche aussi vite que je peux. Parfois je cours, glisse sur une pierre ou bute contre une racine sortie de terre. Je pose ma main sur la mousse d'un arbre et reprends mon souffle. Je regarde si je suis suivi. Dieu soit loué, ce n'est pas le cas. Après 1 heure de marche folle, je me sens un peu mieux. Je me dis que le danger est loin. Et enfin, je rejoins le sentier de terre. La couleur de la terre m'intrigue. Elle est plus rouge que dans mon souvenir, comme un terrain de terre battue au tennis. Sauf que ça n'a rien d'un jeu. J'aimerais croiser quelqu'un, ne serait-ce qu'un chien. Mais seul le vent souffle et s'engouffre dans le sentier large. Les arbres s'agitent de part et d'autre, et je tremble un peu comme une feuille. Je consulte ma boussole, elle pointe le nord, puis change soudain de cap, pour finir par tourner à toute vitesse. Ça n'a pas de sens. Je la mets dans ma poche et j'avance au pas de course. Mes quadriceps et mes mollets font mal, mais pas autant que ma main, crispée et refermée sur le couteau suisse que je ne lâche plus une seconde. J'entends des bruits dans le vent. Je m'arrête et scrute les buissons, les arbres, même les petites pierres. Mais je ne vois rien. Ce n'est que le vent qui fait craquer des branches. Ou un animal furtif. Ce qui me fout la chair de poule, c'est l'absence d'oiseaux. Une forêt qui ne chante pas est une forêt morte, ne croyez-vous pas? Sur mon smartphone, qui a encore pas mal de batterie à ce stade, je n'ai qu'une seule barre, mais ça suffit à me donner espoir. Là où le signal capte, il y a de la civilisation. Et donc une aide potentielle. La première personne que je croiserai aura droit à un récit détaillé et confus à la fois. 1 heure de marche supplémentaire plus tard, je crois me sentir tiré d'affaire. Mais il revient, le sifflement. D'abord léger, puis tout proche. Je regarde hagard le sentier, à droite, à gauche, sur les cimes des arbres. Je m'attends à voir surgir la masse noire. Peut-être derrière cet arbre, juste là. Alors, au loin, à 200 ou 300 mètres, je vois quelqu'un sortir d'un buisson et traverser le sentier. La silhouette paraît courbée, vêtue d'un tissu noir, comme une grande cape. Je n'ose plus bouger. La chose s'arrête au milieu du sentier. De profil. Elle pivote légèrement, et je ne vois qu'un visage noir, pourvu de 2 yeux jaunes. Je manque de perdre connaissance. Mais je parviens à dire « Qui êtes-vous ? Que voulez-vous » Je plisse les yeux, comme pour zoomer et faire le focus sur cette créature. Elle se met à siffler, le même air que j'avais eu la mauvaise idée de siffler. Et comme par enchantement, sans que je puisse me l'expliquer, je la vois se rapprocher à vive allure. Si vite que la voilà à 1 mètre de moi. Une vision d'horreur indescriptible. Une peau carbonisée, lacérée de motifs sans sens particulier. 2 yeux jaunes. Le tout recouvert d'une cape immonde, noire comme le charbon. J'ai à peine le temps de réagir que je reçois un coup à la tête. Je tombe au sol, ma vue se floute, et je constate impuissant que je suis au pied de la chose, tandis qu'une branche robuste reste en lévitation à ses côtés. Quand je reviens à moi, je suis ligoté les mains dans le dos, allongé sur un lit de paille. Il fait chaud, je vois des casseroles accrochées à la grosse poutre traversante.
Il y a des herbes amassées sur une table et je vois les branches s'agiter par la fenêtre. Il fait presque nuit dehors. Je me redresse à grand-peine, j'ai une énorme bosse sur la tête. Mais ce qui me saisit, c'est le chaudron au bout de la pièce, sur le feu de l'immense cheminée, ridiculeusement grande par rapport à la maison. Je scrute la pièce, personne. Alors j'en profite. J'ouvre un tiroir, les mains dans le dos, à la recherche d'un couteau ou de quelque chose de tranchant. Mais je crois voir passer une ombre. La lumière qui entre par la fenêtre vient d'être perturbée. Je me retourne, mais ne vois rien. Je regarde dans le tiroir, et là, je recule. Il y a une main dans le tiroir. Une main humaine verte et infâme. Je bute contre la table avec les herbes dessus. Je sursaute. Et là, dans l'encadreur de la fenêtre, je vois l'immonde visage carbonisé qui me fixe avec ses yeux jaunes. J'hurle. La chose disparaît. Et la porte d'entrée s'ouvre en rang. La porte bute si fort contre le mur que la maison en est ébranlée dans ses fondations. Elle se tient sur le seuil. « Je vous en prie, » dis-je d'une voix blanche. « Laissez-moi partir. » Elle s'avance. Je commence à léviter. Je regarde mes pieds se décoller lentement du sol. Je comprends pas ce qui se passe. Je suis à 10 centimètres du sol, puis 50, puis 1 mètre. Ma tête cogne bientôt le plafond et la poutre. Je pivote et finis à l'horizontale, en suspension dans l'air. Je vais lentement jusqu'au chaudron. Bientôt je vois l'eau bouillante et ses immenses bulles. « Non, 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 je vous en prie. Au secours !» J'hurle, je crie à l'aide, mais me voilà au-dessus du bouillon. J'ai un accès de pleine conscience. C'est une sorcière et elle va me manger, me faire cuire à la marmite. C'est si surréaliste que je me dis que je vais me réveiller d'une minute à l'autre et partir au boulot, comme chaque matin, dans la grisaille et les bouchons. Ma routine à la noix me paraît soudain idyllique. Donnez-moi toutes les heures sup que vous voudrez, micromanagez-moi. Ne m'augmentez pas malgré mon ancienneté, faites-moi du harcèlement moral et physique même. Je ferai tout ce que vous voudrez, mais pas ça. Je ne veux pas finir dans le chaudron. Vous voudriez finir dans le chaudron, vous ? Je ferai tout ce que vous voudrez, dis-je, alors que ma tête surplombe le chaudron ardent. Vos vœux seront des ordres. Elle a dû y réfléchir, car j'ai cessé de bouger. La chaleur du chaudron m'arrive en plein visage. J'ai l'impression d'être au sauna, le sauna de la mort. Et puis, lentement, je reprends une position horizontale. Mes pieds viennent se poser au sol à nouveau. Mes liens se desserrent et je me retrouve face à elle. Pourquoi devrais-je me priver d'un bon repas ? Sur ces mots, je sais que c'est à mon tour de parler. J'ai l'impression d'être en entretien, quand j'étais en école ou devant un employeur. Pourquoi devrions-nous vous prendre ? Ça, c'est la question qu'on m'a posée souvent. Et j'ai toujours répondu simplement en disant « parce que j'en ai envie, parce que je veux ce job ». Mais là, je ne suis pas sûr que ça fasse effet. Je me vois mal lui dire « parce que j'ai envie de vivre ». Alors je dis quelque chose du genre « je peux vous être plus utile que cuit dans un chaudron ». Elle me regarde intensément. J'ai du mal à soutenir le regard, mais je crois percevoir que ses traits se détendent, comme si je venais de l'attendrir. « Et comment le pourrais-tu » C'est là que ça devient difficile. De quoi peut bien avoir besoin une sorcière ? D'argent ? Certainement pas. D'une assurance maladie ? Allons, allons. Je me creuse les méninges. Après tout, je suis commercial. Soudain, j'ai une idée, que je crois bonne. Alors je lui lance.
D'ordinaire, ce sont les sorcières qui exaucent les vœux, mais c'est moi qui vais exaucer le vôtre. Dites-moi, quel est votre vœu le plus cher? Quel est votre rêve secret? Je parle comme si je domine la situation, avec un ton énigmatique. Je me surprends moi-même. C'est fou ce qu'on est capable de faire dans une situation de vie ou de mort. « Tu essaies de m'amadouer, dit-elle. Tu me dis sorcière. Tu crois pouvoir exaucer mes vœux. » Là, je déglutis. Ça sent pas bon pour moi. Pas bon du tout. Je ne peux être amadoué. Je ne désire rien qui soit cher aux hommes. Je veille sur ces lieux. Alors là, je tilte. Précisément, vous veillez sur ces lieux. Mais cette forêt est menacée par l'homme, vous le savez. La déforestation, l'exploitation, la spéculation. Vos pouvoirs ne suffiront pas à la sauver. Pour un temps, vous ferez peur aux habitants de la région. Bon, on racontera des histoires sur les bois. Mais un jour, une entreprise solide viendra tout raser. Les arbres, vous comprenez? On installera une centrale hydraulique à la rivière, on polluera l'écosystème. Êtes-vous sûr de pouvoir lutter seul? Sur ces mots, elle semble réfléchir. Elle se lève et va vers la cuisine. Elle regarde le tiroir ouvert et prend la main en putréfaction et me la montre. Voilà ce qui arrive à ceux qui s'aventurent trop loin dans la forêt. Comment un jeune homme pourrait m'aider à mieux veiller sur ces bois sacrés? Je regarde la main. J'ai du mal à trouver mon argumentaire. Mais je parviens à dire. Simplement, en étant deux, l'union fait la force. Vous ne seriez plus seul. Vous m'apprendriez le métier. Je serai votre apprenti. Et quand vous serez fatigué de ce monde, vous pourrez partir le cœur léger, sachant que la relève est assurée. Qu'en dites-vous? Elle s'approche. Si proche que j'ai un mouvement de recul. Son nez aquilin, crochu et démesuré, touche le mien. Je peux sentir son souffle pareil à une bouche d'égout. Elle sourit, et des dents noires aux gencives vertes apparaissent, crochues, trop longues, espacées entre elles. Elle va vers la table d'un geste brusque. Je manque de tourner de l'œil à cause de l'halitose. Bon, à ce stade, je crois qu'on peut parler de cimetière buccal. Tu veux donc nouer un pacte? Oui, je serai votre apprenti. Je ne sais pas encore que ça implique une vie d'isolement, d'austérité. Je ne sais pas ce que je dis. Je veux juste sauver ma peau. Mais j'ai déjà la désagréable sensation que je ne retrouverai jamais ma vie d'avant. Je ne pourrai même pas dire au revoir à mes parents. Terminer la vie de cadre sup citadin. Terminer les petits coffee shops. Est-ce si grave? Je ne sais pas. Faudra voir sur le long terme. Elle brandit une touffe d'herbe, sans doute médicinale, et me l'étend. Allumer un feu à minuit en pleine forêt. Récite l'incantation que je viens de te transmettre par télépathie. Et attends que le sambre pousse. Amène-moi autant que tu pourras. Maintenant. Je ne me fais pas prier. Je passe à ses côtés. Je ne vois pas la forme de son corps. J'ai l'impression que c'est un esprit, qu'il n'y a rien sous sa cape. Mais je ne m'attarde pas. Je me dis que j'aurai froid la nuit venue. Mais je serai près du feu. Je vais à la remise à bois, mon sac est là. Je sors mes affaires
J'y mets du petit bois, des bûches, j'ai un briquet et mon journal pour faire des boulettes de papier. Je suis trop heureux d'être en vie. Je pourrais peut-être m'échapper à la faveur de la nuit. Je suis juste stressé à l'idée qu'elle lise dans mes pensées. Elle m'a dit textuellement et par la pensée « Sombre ravageur, est venu ton heure. » Je me mets en route. Il fait presque nuit. J'allume ma lampe torche. Je n'ai pas trouvé mon couteau suisse. De toute manière, il ne m'aurait servi à rien. À rien contre elle, du moins. Je vais assez loin. J'allume le feu. Marcher de nuit est une folie. Il y a des escarpements, là où je me trouve. La rivière n'est pas très loin, sans que je puisse dire d'où vient le bruit du torrent. Je mets des épines sur le papier, je mets le feu. Puis le petit bois, et enfin, le feu prend tout à fait. J'ai encore mon smartphone dans ma poche, je le déverrouille sans conviction. Et là, mon cœur bat bien fort. 3 barres, 3. J'ai un signal fort. C'est là que je décide d'écrire à toute vitesse. À l'heure où j'écris ces lignes, je suis près du feu. Il y a un vent frais qui me fait frissonner malgré les flammes. Je crois que je vais choper un mauvais rhume. Je ne sais même pas comment retrouver la maison de la sorcière. Il va falloir que je récite l'incantation. Il est 23h57. Je ne sais pas si je peux me fier à la sorcière, mais je n'ai pas vraiment le choix. Elle pourrait décider de me dévorer si mes services ne lui donnent pas satisfaction. De tous mes employeurs, c'est le pire du pire. Je vais devoir interrompre ce récit. Je dois faire l'incantation. Oh, je ne sais pas à quoi ressemble le sambre. Sans doute une plante magique pour envoûter, purifier, communiquer avec les esprits ou maudire. J'ai fait une recherche rapide sur Internet et j'ai rien trouvé si ce n'est un roman. Le sambre d'un certain Raphaël Damin. Je ne sais pas si c'est la même plante, mais voilà comment se termine ce roman. L'écosystème formait au-dessus de lui un tunnel vert. Il arriva sur le parking et en se retournant, il vit la jungle nouvelle débordée de la vieille carrière. Elle avançait par grandes vagues de végétation, par la route qui menait à la ville, et rien, ni personne, ne saurait désormais arrêter le sambre. C'est tout ce que j'ai trouvé. Voilà, ça me fait frissonner. Je vais réciter l'incantation et on verra ce qui se passe. J'écris à nouveau. J'ai pu rejoindre la ville et charger mon smartphone pour ça. Reprenons donc là où je me suis arrêté. J'attends dans le froid. Je viens de prononcer l'incantation. Rien ne se passe. Je grelotte près du feu à cause du vent frais. Les branches des conifères se balancent gentiment. Le ciel est dégagé plein d'étoiles et la lune est drôlement jaune ce soir-là, presque orange. Malgré la parka, j'ai froid. Je me balance d'avant en arrière, comme peut le faire un croyant devant une relique ou dans un lieu de culte. C'est Mère Nature que je prie de se presser. « Allez !» que je murmure. « Allez, fais sortir le sambre, bon sang !» Et tout en disant cela, je m'imagine mourir de froid et servir d'engrais à la petite clairière. Étrangement, le froid est si obsédant que j'oublie le danger qui peut rôder la nuit en forêt. Je ne regarde même pas derrière moi. Quelle menace plus grande encore pourrait advenir? La sorcière me paraît être le comble de l'horreur. Je revis des émotions d'enfant quand je voyais la sorcière de Blanche-Neige. Bon Dieu, quel traumatisme pour toute une génération, et celle d'après. Je commence à m'assoupir quand je perçois une lueur, comme des paillettes qui scintilleraient ici et là, entre les épines et les touffes d'herbe. Je suis fasciné, presque envoûté. Puis la lueur se fait moins vive et disparaît. Je prends un bout de bois dont l'une des extrémités est en flamme. Mauvaise idée, car la torche est ardente. Je lâche le bout de bois.
et j'utilise la lampe torche de mon smartphone. Tant pis si ça épuise un peu plus la batterie. Je me relève et j'éclaire en direction des lueurs éteintes. Et là, je ne vois rien. Ou plutôt de gros cailloux déposés là. Je fronce les sourcils, me demande si j'ai bien récité l'incantation, si je n'ai pas fait une erreur. Je suis certes épuisé, mais à peu près sûr d'avoir bien fait mon travail. Je me mets à genoux et je prends l'un des cailloux dans ma paume. Oh, je m'attendais pas à ça. Mais ces cailloux n'étaient pas là quand je suis arrivé. Ils sont bien nés des petites lumières. Bon, me dis-je, allez, mets-les dans ton sac et mets-toi en route. Faut bien ramener quelque chose à la sorcière. Je mets les 7 cailloux que je trouve. J'arpente la clairière pour en trouver d'autres, mais je n'en vois que 7. J'avoue que je sens le stress monter à nouveau. Ramener 7 cailloux à la sorcière ne fait pas mon affaire. Je vois que j'ai encore une barre de signal. Je vais sur Internet pour trouver une réponse dans ce roman, Le Sambre. Mais mon téléphone s'éteint. Je suis dans la nuit noire, en pleine forêt, et mon feu commence à faiblir. Oh non! Je parle à voix haute, ça m'aide à maintenir le calme. Qu'est-ce que je fais maintenant? Partir de nuit est une folie. Je devrais trouver quelque chose pour la nuit. Quelque chose pour la nuit? J'en ris. Comme si j'allais tomber sur un hôtel de routier, au bord du chemin. En vrai, ce serait génial. Et mystérieux. Inquiétant à la fois. Imaginez si vous tombez sur un hôtel en pleine forêt. Mon esprit divague, à cause du froid, je crois, et de la fatigue. Je repense à cette sale histoire. L'hôtel Silcel, je crois. Quelle horreur! Ce client qui débarque dans un hôtel dirigé par un androïde tueur d'hommes. Je regarde autour de moi, et un tronc attire mon attention. Il est épais, tombé il n'y a pas si longtemps. Je déplace comme je peux le feu aussi près que possible du tronc. J'utilise ma parka pour ne pas me brûler. Le vent souffle fort et me gèle les os. Je ne pensais pas que j'aurais aussi froid. Je ramasse ensuite des branches ça et là, si possible avec des épines encore vertes dessus. Et je les pose sur le tronc de façon à faire une petite tente. Je referme sur un côté avec tout ce que je trouve, principalement des branches de conifères. Je mets mon sac à l'intérieur, je me glisse à mon tour, et je referme comme je peux avec des branches. En gros, je me confectionne une hutte, et j'espère survivre à la nuit. Le sol de terre est un peu humide, mais ça va. J'ai ajouté autant d'épines de conifères que j'ai pu, et je commence à m'endormir. À travers les épines, je vois la lumière du feu. Ça chauffe pas vraiment, mais la vue du feu m'aide à m'endormir. Ses crépitements aussi. Je repense à une histoire de pirate. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression de revivre une vie antérieure. Mais comment en être sûr? Je finis par m'endormir profondément. Le lendemain, c'est un oiseau qui me réveille. J'émets un petit râle de douleur, à cause du dos qui fait mal. Puis je pousse une branche pour ouvrir ma hutte. Je vois une corneille posée sur une branche. Elle a une plume blanche. C'est la première fois que je vois ça. J'ai survécu à la nuit. Mais j'ai les yeux qui piquent et j'ai mal à peu près partout. Je pousse les branches pour m'extirper. Le sac sur mon dos, je me remets en marche. Instinctivement, je me dirige vers la maison de la sorcière. Je remarque un semblant de sentier devant moi qui serpente entre les sapins. Je me retourne et je vois qu'il disparaît derrière moi, comme le sillage d'un bateau qui finit par disparaître dans la mer. J'ai un mélange de joie enfantine et de peur. Je me dis à ce moment-là que c'est la sorcière qui m'aide à revenir, que c'est un enchantement. Mais la suite prouve que c'est de moi qu'émane cette magie. Incroyable. Je retrouve donc le chemin jusqu'à la cabane de la sorcière.
Quand j'arrive dans son jardin, où une citrouille gigantesque sort de terre et me rappelle naturellement un conte de fées populaire, je sens qu'il y a un problème. Ouais, sorcière? Ouais? Je me dis que je ne dois pas l'appeler comme ça, mais c'est la seule façon de l'appeler. Pas de réponse de sa part. Les oiseaux sont revenus, 2 moineaux sont même sur le toit. Madame la sorcière, j'ai trouvé le sambre. Enfin, je crois. C'est 7 cailloux magiques apparus à minuit dans la clairière. Vous m'entendez? Je me rends vite compte que je parle seul. D'ailleurs, la porte de la maison est grande ouverte. Je vais jusqu'au seuil. Je passe une tête. Le feu est éteint. Le chaudron ne fume plus. Je sens mon cœur bondir de joie. La sorcière a disparu, que je me dis. Oh, alléluia. Je vais pouvoir regagner la ville. Retrouver mon chez-moi. Sans plus attendre, je vais gaiement à travers bois. Je me fie à mon instinct pour retrouver le grand sentier et sortir de cette maudite forêt. Et j'y parviens. Je croise même une femme en VTT qui doit me prendre pour un fou. Elle accélère à ma hauteur, sans doute à cause de ma parka sale et de mon sourire niais. Faut dire que j'étais content de la voir. Je la vois s'éloigner à toute allure au loin. Mais pas grave, je suis enjoué. Et là, tandis que je marche d'un pas rapide sur le sentier, mon sac sur le dos, avec les cailloux dedans, j'entends une voix, par écho, qui rebondit sur les grands arbres et vous revient en plein visage. Une voix que j'espérais ne plus jamais entendre. Apprenti, apprenti, c'est la sorcière qui te parle. Va à la ville si tu le veux. Mais tu es maintenant le sorcier de ces lieux. Quoi? Que dites-vous? Laissez-moi tranquille. J'ai trouvé le sambre. Tenez, prenez-le. J'ôte mon sac de mes épaules et l'ouvre pour montrer les cailloux. Ah, je ne sais trop qui. Je pivote, puis finis par faire un tour sur moi-même. On eût dit un fou. Je suis déjà de l'autre côté, poursuit la voix. Tu vas devoir faire pousser le sambre, là où la forêt est en danger. Tu trouveras mon grimoire dans la petite commode de l'entrée. Je peux maintenant partir en paix. Non, vous faites erreur. Revenez. Non, je suis commercial. Je vends des softwares à des prix exorbitants pour enrichir des types véreux qui ne savent pas quoi faire de leur thune. Revenez. Je vous en supplie, revenez. À ce moment-là, je ne sais pas trop pourquoi je dis ça. Mais j'ai réellement envie de reprendre mon job, de décrocher mon téléphone et d'appeler mes prospects, de les convaincre que leur croissance sera 3 ou 4 fois plus grande s'ils intègrent nos solutions. Je dis encore quelque chose dont je ne me souviens plus. Je me souviens juste d'avoir parlé pour convaincre la sorcière de revenir. Mais la seule phrase qu'elle me dit après ça, c'est simplement « Trouve des petits rongeurs, fais-leur avaler une graine, tue-les, puis enterre-les là où la forêt est malade, là où l'homme tue impunément. Mais cela n'est pas l'acte fondateur, cela n'est pas l'acte de reboisement ultime. » Autant vous dire que mon escapade en ville était gâchée. Ces paroles mystérieuses, surtout la fin, me hantent, mais je me suis quand même remis en marche,
après un long moment passé en silence au pied des arbres. Le sentier, devant moi et derrière moi, est désert. Je me remets en marche, puis vient un moment où je prends ma gourde pour boire. Et là, horreur suprême, je vois ma main nécrosée, recouverte d'une peau carbonisée et rugueuse. J'écarquille les yeux. Je touche ma main de l'autre. J'ai l'impression qu'une croûte est en train de pousser. J'ouvre ma parka et relève mon t-shirt. Là, au niveau de la lyre, je vois la même tache noire grandir lentement. Je pousse un cri. Je relève mon pantalon. Pareil derrière les mollets. J'ai la tête qui tourne. Je m'assois pour reprendre mes esprits. La sorcière a dit vrai, avec toutes les conséquences que ça implique. Oh, il faut que je gagne la ville avant d'avoir l'air d'un monstre. Je n'étais pas spécialement attaché à mon visage, qui n'était ni beau ni laid, mais j'avoue que je n'avais pas envie de lui ressembler à la sorcière, pas du tout. J'accélère le pas. Je me mets à courir même. Et je sens que mes muscles, qui me faisaient mal ce matin au réveil, sont robustes, énergiques. Je me sens athlétique. J'arrive enfin sur la route de campagne, puis à l'entrée du village. Je rentre dans le bar tabac. Le serveur me reconnaît et me salue. Puis son sourire s'efface. Il est content de me voir sain et sauf, je suppose. Encore que, pas tout à fait sain. « Vous avez mauvaise mine, » qu'il me dit. « Ça a été une rude rando, pas vrai ?»« Oui, vous pouvez charger mon téléphone, s'il vous plaît ?»« Ah oui, pas de problème. Qu'est-ce que je vous sers ?»« Un café. Et ce croissant-là que vous avez depuis 4 jours. » Il me regarde, puis se met à rire. Oh, oui, c'est vrai que c'est pas le croissant le plus frais qu'on ait eu. Je me rends alors compte de ce que je viens de dire. Ce n'est pas mon genre d'être aussi franc. C'est sorti tout seul. Il me sert et va s'occuper d'un autre client. Je porte mon café à ma bouche. Ça fait un bien fou. Sauf que quand je croise mon regard dans le miroir, sous l'étagère avec toutes les bouteilles, je vois 2 yeux jaunes. Je manque de recracher le café, mais je le repose sans en mettre partout, et je m'avance un peu pour mieux m'observer. La couleur de mes yeux a changé. J'ai les yeux marron clair, et là, ils sont clairement jaunes, comme peuvent l'être certaines feuilles mortes. C'est plutôt joli. Je détourne un peu la tête et je vois que la tache noire remonte le long de mon cou. Je réajuste mon col pour la couvrir. J'ai la désagréable sensation que je vais devenir un monstre, un sorcier ou une créature hybride. Excusez-moi, que je dis au serveur. Il y a un médecin dans le village ? Non, il faut aller vers Fautet pour ça. Mais si vous voulez mon avis, évitez d'y aller. On raconte toutes sortes d'histoires sur ce village. Ah, je vois. Pourquoi, vous vous sentez mal ? J'ai des petits problèmes de peau et j'aurais aimé l'avis d'un professionnel. Ma femme est infirmière, je peux lui demander de jeter un œil si vous voulez. Oh, c'est très gentil, mais j'irai voir un médecin. Quand je retournerai en ville. D'accord. En tout cas, vous devriez vous reposer. Vous avez fait une mauvaise rencontre dans les bois ? Je ne sais pas trop quoi dire. Le silence est manifeste et gênant. Non, que je finis par dire. Je suis juste épuisé par la marche. Ah, je vois. Oh, je suis content que rien ne vous soit arrivé. Il y a 3 semaines, un type a disparu. À peu près votre âge, du reste. La police n'a rien trouvé. Ces bois sont maudits. Avec ma femme, on pense déménager. Avant, on allait pique-niquer ou faire des balades en vélo, mais maintenant, on reste au village.
À cause des rumeurs qui circulent? Oui. On est du genre superstitieux dans la région. Et puis, de toute manière, cette forêt est en train de disparaître, à cause de l'exploitation. Vous voulez dire que des entreprises achètent des parcelles et les rasent? Oui. La forêt n'est plus protégée depuis quelques mois. Oh, je donne pas cher de ces bois. Et si vous voulez mon avis, les habitants d'ici sont plutôt ravis. Pas de forêt, pas de disparition. En fait, je pense que c'est bien qu'on rase tout. Sur ces mots, je me tais. Je suis confus. Je le comprends, mais je sens une colère en moi, ou plutôt une envie d'intervenir. Je ne sais plus quoi faire. J'ai l'impression que ma vie d'avant m'échappe complètement. Je reste 20 minutes, puis je sens que la tache grandit sur tout mon corps. Je le sens dans mon derme. Oh, il faut que je parte. Peut-être que je dois lâcher prise et m'adonner à ma mission de sorcellerie. Peut-être que je dois protéger la forêt de la folie humaine. Peut-être que je ne suis pas le monstre dans cette affaire. Je paye en liquide, remercie le serveur fort sympathique et récupère mon smartphone, assez chargé pour que j'écrive la fin de mon récit. Je sens une poussée à l'avant de ma tête, au niveau du nez. Je pose une main dessus, tandis que je longe la route de campagne. Oui, mon nez grandit. Il devient crochu. Mes narines sont larges comme des tunnels, et je pourrais y faire disparaître Mario. Vous saisissez l'idée. Toujours ces références à la pop culture. Parfois, j'aimerais pouvoir faire référence à Tolstoï ou Victor Hugo, mais ça ne parlerait pas à grand monde. Encore que si je dis Cosette ou Jean Valjean, ça vous évoque quelque chose. En fait, je me sens comme Cosette, parce que sale, comme Jean Valjean, car en fuite. Mince, que je me dis sur la route. Je m'arrête au bord d'un champ. Ah, j'ai oublié les rongeurs. S'ils me font un rat, faut peut-être que je reste en ville. Et comme par magie, je vois un truc bouger dans les épis de blé à terre. Ma vision s'affine. Je vois un rat des champs. Un instinct bestial me prend aux tripes. Je me rue dessus, à une vitesse qui m'était étrangère. Je le plaque à terre, j'ouvre mon sac et lui enfonce un caillou dans le gosier. Il l'avale à grand-peine, puis je lui romps le cou. Pauvre bête, j'agis par réflexe, comme si ce n'était pas moi. Je murmure quelques mots, une prière pour l'animal que je viens de tuer, comme l'aurait fait un Indien devant un bison mort. Je suis à genoux, je sens la terre battre. La terre est vivante. L'univers est un immense organisme vivant. Il n'y a que le « je suis ». Il n'y a que des manifestations d'une seule conscience. Tout ceci est un jeu. Hé, vous! Hé, sortez de mon champ! Un type à la panse ronde s'avance vers moi avec une carabine. Son chien court derrière lui et aboie. J'adore les chiens. Mais quand le chien me voit, il aboie de plus belle et se met en position défensive ou d'attaque. L'homme s'arrête à 30 ou 40 mètres. « Qu'est-ce que vous faites dans mon champ? Allez-vous-en !» Je me lève doucement et reviens au bord de la route. Je ne lui réponds pas. J'ai le rat dans la main gauche, la droite soutient le sac qui repose sur mon épaule. J'allais m'éloigner, mais le type fait du zèle. « Répondez quand on vous parle. Vous faites quoi dans mon champ ?» Je me retourne. Il s'est approché et mon visage lui fait peur. Je lui montre le rat que je tiens par la queue à bout de bras. « Je dératise votre champ, monsieur. » Ça ne fait pas l'effet escompté. Il me prend en joue avec sa carabine. « Vous êtes un taré. Je vais appeler la police. Partez où je tire. » J'ai envie de lui dire qu'il faut savoir ce qu'il veut.
mais je vois un autre rat au loin. En réalité, le champ est plein de rats. Ni une ni deux, je cours à travers le champ dans sa direction. La bête essaye de rejoindre les bois, mais je la rattrape. J'entends une déflagration. Le tir est passé au-dessus de ma tête, juste après que je me sois lancé sur le rat. Même procédé, et voilà un rat de plus dans mes filets. L'homme tire à nouveau, et la balle vient se loger à l'arrière de ma jambe gauche. Je pousse un cri de douleur et de rage, me retourne, et par réflexe, je tends ma paume de main vers lui. Une onde invisible en sort, et l'homme est projeté 60 mètres plus loin dans son champ. Son chien apeuré détale. La carabine retombe non loin. Je la fais entrer en lévitation. Je suis dans un état second, et c'est en écrivant ces lignes que je ressens l'étonnement. L'arme est en l'air, à 3 mètres du sol. Je referme ma paume de main, et je broie l'objet pour en faire une balle de baseball. Je sens l'adrénaline me submerger. La balle ressort de ma jambe. L'homme, lui, est inconscient, mais pas mort. Je le laisse vivre. Ça m'arrange qu'il colporte des rumeurs, qu'il dise que les gens qui rôdent par ici sont bizarres et dangereux. Je vois un autre rat, puis un autre. J'en tue 7 au total. 7 fois je mets le sambre dans leur ventre, puis je regagne les bois. Là, un chêne immense. Je pose ma main dessus. Il me dit quelque chose, comme quoi j'y suis allé un peu fort. Je lui dis que c'est mon premier jour et que je compte faire mieux. Alors il me dit de grimper. Je monte sans effort le long de son tronc. Je plante mes ongles, qui sont noirs comme du charbon mais durs comme de la pierre. Mes mains sont recouvertes d'une tache noire et des motifs étranges y prennent vie, comme des rigoles. C'est mon nom de sorcier qui se grave dans ma peau. Je ne l'ai pas choisi. C'est la sorcière, mon mentor, qui le choisit pour moi. Confiance en la sorcellerie. Toi, l'immondice. C'est mon nom. Elle me dit ça à travers les branches. Fais confiance à la vie. Tout en haut du chêne, je peux voir la canopée et le terrain vallonné. J'entends des machines au loin. Je plisse les yeux et vois la forêt qu'on abat, là-bas, à l'est. Je bondis d'un arbre à un autre. Je sais ce que je dois faire. Je ne sais pas si vous connaissez le conte de Géraldine et la plante indomptable. Je vous le recommande vivement. Il me faut peu de temps pour arriver près de la carrière. La vue des troncs d'arbres, empilés les uns sur les autres, me laisse sans voix. J'aurais découvert un camp d'extermination que j'aurais eu la même réaction. Je sens la blessure dans mon cœur. Jamais je n'ai pu ressentir cela auparavant. Et pourtant mon cœur est le même. Je viens simplement de m'éveiller. Une pelleteuse et des hommes s'affairent ici. J'entends une scie électrique là. J'observe. Personne ne fait attention à moi. Je m'avance dans la terre, tantôt boueuse, tantôt sèche. Oh, ils ont creusé profondément. Ce qu'ils font n'a aucun sens pour moi. Des modules de chantier là-bas qui servent de bureaux temporaires. Il y a des dortoirs pour les ouvriers avec des cuisines et des zones de repos et un atelier pour réparer les machines. 3 hommes fument et rigolent fort. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils le font pour payer les factures, nourrir une famille, mais ils ne savent pas ce qu'ils font. L'un d'eux met un coup de coude à son voisin. Il vient de me voir. Je descends le long de la pente jusqu'à rejoindre le niveau le plus bas de la carrière. Les carrières à ciel ouvert sont creusées en gradins ou niveaux successifs pour des raisons pratiques et de sécurité. Accès facile pour les engins, avec des rampes en spirale. Stabilité des parois. Ça évite les éboulements.
extraction progressive des matériaux. Roches, gravier, sable. On va raser les arbres, on enlèvera les racines, et le bois abattu pourra servir à bien des choses, à la construction, des charpentes, des poutres, des planches, pour faire du mobilier, pour la papeterie, pour l'énergie, le bois de chauffage. En fait, je suis conscient de tout cela. Mon nouveau mode de vie, c'est la forêt, rudimentaire, le juste nécessaire. Ce que je m'apprête à faire n'a rien de personnel. Les 3 types me regardent d'en haut. Ils sont arrivés en courant. L'un d'eux me dit « Monsieur, vous n'avez pas le droit d'être ici. C'est dangereux. S'il vous plaît, sortez. » Je ne lui réponds pas. Je sors un premier rat. En le voyant, ils se taisent. L'un d'eux prend son toki et prévient le chef. Chef, on a un souci, un intrus, avec un rat. Vous devriez venir. Chut, David, si c'est une de tes blagues à la noix... Non, monsieur, je suis avec Ahmed et Véronique là. On voit tous la même chose. Le type veut pas partir. Il y a un silence, puis le chef dit. Chut, c'est quoi ce délire? Ok, j'arrive. Ne faites rien, je vais gérer. Moi, je creuse la terre à main nue. Puis je dépose le rat dans la petite tombe. Je remets de la terre dessus. Mais j'ai un mauvais pressentiment. Je ne sais pas si ça va éclore à temps. Oh, ils vont peut-être le déterrer. J'observe les 3 ouvriers, hagards. Je devrais peut-être m'en débarrasser. En manger un pour ce soir. Mais je n'en suis pas encore là. Ah, je le sens pas. Il faut peut-être que je lise le grimoire, ou le roman de Damin, le Sambre, pour saisir quelque chose qui m'échappe. Peut-être que les rats ne sont pas la solution. La voix a dit « Mais cela n'est pas l'acte fondateur. Cela n'est pas l'acte de reboisement ultime. » Alors je repars, perplexe. On m'insulte. Le chef, arrivé en courant, me pose un bras sur l'épaule. Je vois l'horreur le gagner quand il voit mon visage. Je souris. Et mes dents, que je sens pointues et ignobles, le laissent sans voix. Alors je prononce ces mots d'une voix que je ne reconnais pas, et difficile à décrire. Si l'un de vous déterre ce rat, je viendrai le trouver, et je le dévorerai vivant. Bonne journée. Après quoi, je disparais à travers bois, et je rejoins la maison de la sorcière. Ou devrais-je dire ma maison? Je ne suis pas convaincu par mon acte. J'allume un feu et médite. Il y a une pipe à bois sur la cheminée. J'y mets des herbes et je fume pour me détendre. Mon nez me gêne désormais. Il est si long, si long. Je déverrouille mon téléphone et écris ces lignes en vitesse. Je lis le grimoire dans la nuit. Il y a un passage vraiment étrange qui ressort entre les incantations et les recettes au chaudron. On dirait le début d'une histoire ou d'une biographie, qui ensuite s'arrête net. Je me demande si c'est un coup de la sorcière pour me faire réfléchir. Jugez par vous-même, voici ce que j'ai lu. Je vais d'emblée faire un spoiler. Le monstre de ce récit, celui que j'ai tué, c'était moi, mesdames, messieurs. Mais vous vous doutez bien que si je suis là à vous parler, c'est que j'ai survécu. Vous devez comprendre que je suis vieux de plusieurs siècles. J'étais là quand on conduisit le roi à la guillotine. Saviez-vous que le roi n'a rien mentionné dans son journal? En ces temps troubles, il a simplement écrit que la chasse fut mauvaise. Saviez-vous que j'étais ivre du mauvais vin ce jour-là, comme toute la foule en colère? J'ai une apparence humaine, mais les crocs d'un babouin.
Je le regarde en ce moment, le babouin. Il est empaillé dans un coin, avec une expression sauvage et en position d'attaque. Ses crocs sont presque aussi longs que les miens. Vous vous demanderez tout au long de ce récit interminable pourquoi je suis un monstre, selon quels critères, quelle loi j'ai enfreinte. Je vous facilite d'ores et déjà la tâche, car vous allez vous attacher à moi. Mais je vous rappellerai ici et là le monstre que j'ai été et que je suis toujours. Je ne suis ni un vampire, ni un loup-garou, ni un reptilien ou quoi que ce soit qui hante vos fables de gosses. Je peux voyager dans le temps, raison pour laquelle j'ai mangé des Français au XVIIIe siècle, quelques mois après Tchernobyl. J'ai atterri dans un champ andalou. Si vous deviez me rapprocher d'une réalité tangible, alors regardez du côté des serial killers, mais là encore, vous comprendrez que je ne partage avec eux qu'un infime aspect. Mes méthodes n'ont et ne seront jamais comprises de la police. Mes motivations sont le cœur de ce récit. Vous allez comprendre pourquoi j'ai été créé et vous commencerez à avoir pitié de l'homme. Je sais que beaucoup sont présentement déçus par l'humain, son avidité, ses avancées technologiques et cette réticence à vivre en paix. Je vous pose maintenant une question. Avez-vous vu un veau séparé de sa mère? Son désarroi, cette façon qu'il a de prendre vos doigts pour des mamelons. Avez-vous plongé votre regard dans les yeux d'un petit veau? Moi, oui. Un jet de pierre a fendu le ciel. Le fermier devait dormir, et seules les bêtes se sont réveillées. Elles me regardaient avec leurs grands yeux. Vous vous dites peut-être que je vais vous servir un discours vegan. Pas du tout, car je chasse l'homme. Je suis un carnivore. Mais la première chose que j'ai vue sur cette terre, ce fut ce cratère dans le champ, puis ces bêtes dans leurs enclos. Chaque fois qu'un homme est à ma merci, qu'il m'implore du regard, tandis que je l'étrangle d'une main. Je repense aux veaux et à leur mère. Ne jouez plus les bons samaritains. Vous êtes un échec biologique et cosmique, et je ne fais que chasser ma proie. Le premier que j'ai mangé, vous vous en doutez peut-être, c'était le fermier. Non, ce n'était pas un mafieux ou un grippe-sous logé dans une tour. Je ne vais pas vous servir ce genre de discours. Un sage a dit un jour, « Tu veux rendre le monde meilleur ?» Je ne crois pas que ce soit possible. J'étais nu comme un ver. Je suis passé près des bêtes. Elles étaient intimidées, mais pas effrayées. Elles ont compris que je ne venais pas pour elles. J'aurais pu en tuer une, bien entendu. Mais quelque chose de fondateur a eu lieu en cet instant. La faim doit venir avec la colère. En cela, je suis un monstre. Ma colère est un puits sans fond. Jetez-y 10 hommes, et je vous en redemanderai 20 autres. J'ai marché dans la terre sèche, jusqu'à ce que j'arrive chez le fermier andalou. Oh, le fermier ronflait si fort que je l'entendais depuis le jardin. Sa petite fenêtre à l'étage était ouverte. J'ai fait un bond pour atterrir sur le toit. Aussi léger qu'une plume. J'ai scruté les champs, éclairés par la lune presque pleine. Mes yeux étaient si rouges à cause de la terre remuée que je croyais qu'ils saignaient. Le fermier ne pouvait être que sourd. À ce jour, je ne m'explique pas comment il n'a pas ressenti la secousse quand je me suis écrasé. J'ai essayé de ralentir, ceci dit, mais l'impact a été terrible. J'étais à 1 kilomètre de la maison, alors peut-être que la secousse n'a fait que le bercer. Il y a des gens comme ça, que rien ne réveille. J'ai passé une tête. Une petite lampe éclairait un homme de 50 ans à la panse ronde.
Il portait la moustache et dormait comme une pierre. Les journées sont longues et vous vous couchez tôt le soir venu. S'il travaillait la terre sans les machines, j'aurais pu avoir une forme de respect, peut-être même de compassion. Mais j'ai eu beau me mêler aux hommes, je ne ressens rien envers eux, si ce n'est de la faim et cette insatiable colère. Le fermier a ouvert les yeux d'un coup, quand j'ai planté mes griffes dans son bas-ventre. J'y ai puisé les tripes pour les porter à ma bouche. Je les dévore vivants. Je ne cuis pas la nourriture et je ne laisse derrière moi qu'une immense tache de sang. J'ingurgite goulûment les os, les organes, tout. Les enquêteurs ne retrouvent qu'une immense tache de sang. Je ne laisse rien, je ne gâche rien. Puis repu, je vais dans le bois digérer. Cette nuit-là, je suis resté dans le lit du fermier. J'ai dormi d'un sommeil profond et récupérateur. C'est son jeune apprenti qui m'a réveillé. Dois-je relater ce qui est advenu de ce jeune homme blond aux yeux bleus, chose plutôt rare dans cette région? Bien entendu, j'ai enfilé une salopette qui traînait dans la garde-robe. Pas très propre le granjero, mais je dis ça pour vous. En réalité, cette odeur de sueur encastrée profondément dans le textile me rappelle la proie que je digère. J'enfile aussi un t-shirt et je vais l'accueillir. J'ai certes la panse ronde comme son employeur, mais il voit bien que je ne suis pas le fermier. « Qui eres ?» J'ai pas eu le temps de répondre, parce qu'il a pris peur quand j'ai souri, à cause des longues canines. Il trébuche en arrière, se traîne sur 2 mètres, avant de prendre ses jambes à son cou. Je l'ai regardé courir. J'avais envie de l'interroger sur l'homme que j'avais dévoré vivant. Mais j'avais la pensée si lourde que j'ai renoncé à mon projet. Je n'ai revu que plus tard ce jeune homme. Un blond aux yeux bleus, c'est assez rare, comme je l'ai dit. Ça a été facile de le retrouver. Mais avant, la police est venue. Voilà, le récit est tronqué ici. Il a le mérite de me faire réfléchir à ma nouvelle condition. Je ne veux pas être un monstre. Je ne veux pas être comme cette personne, ou ce monstre, ou je ne sais quoi. Celui du récit dit s'être tué lui-même. C'est le seul point commun que nous avons. Je vais faire de même. D'ailleurs, n'est-ce pas le destin commun à tous les hommes? Tuer le monstre qu'ils ont dans les tripes, ne serait-ce qu'au bout de plusieurs incarnations. Je poursuis ma lecture du grimoire. J'allais tomber de sommeil quand je trouve une citation, ou plutôt un extrait, du roman Le Sambre. Je sais dès lors que le roman parle bien de la même plante, la plante matrice, la graine monde, la bombe à verdure. On la nomme par bien des noms. Voici le passage que je lis. Mon cher Pablito, comment te remercier pour toutes ces années de bons et loyaux services? Tu as toujours été là, non pas seulement pour m'aider à entretenir ce vieil appartement, mais pour accompagner une vieille dame dans ses derniers moments. Après tout ce que nous avons partagé, il m'aurait été impossible de t'annoncer de vive voix mes intentions réelles. À l'heure où tu lis ces lignes, je suis, si j'ai bien prévu mon coup, enterré au fond de la carrière. J'ai pris soin d'ingérer la 10e et dernière graine avant de me donner la mort. Je le fais pour écourter mon séjour en prison, pour honorer la mémoire de Geronimo, pour l'écosystème qu'ils ont rasé, pour les chasseurs et leur chef José Luis
qui sur son lit de mort m'a soufflé ces mots troublants. Venge-nous tous. Libère le Sambre. Je le fais aussi pour toi, Pablito, à qui je confie Chulo, et à qui je lègue tout ce que j'ai. C'est-à-dire un peu d'argent, un appartement et, je l'espère, de l'espérance. Enfin, parmi les 1000 raisons qui m'ont poussé à faire ce que j'ai fait, je dois dire que j'agis pour les générations futures. Quel monde tous ces fous pensaient-ils leur laisser? Affectueusement, ta vieille et tendre amie, Madame Jiménez. Je referme le grimoire et veille une bonne partie de la nuit. J'observe les 6 rats posés à même la table basse. J'en prends un, le renifle. Une partie de moi est prise de dégoût. L'autre me pousse à faire l'impensable. J'ouvre la bouche et j'engloutis le rat comme un boa. Je l'avale cru, en 2 bouchées à peine. Et puis je prends le deuxième, et je l'avale. Une légère nausée me gagne, mais je continue mon banquet. Quand j'avale le dernier rat, je m'allonge près de la cheminée et le feu ardent. Mais pas le temps de faire la digestion. Je me lève, pose un dernier regard sur le mobilier. Ah, sacrée sorcière, me dis-je. Elle m'a bien eu. Je me demande pourquoi elle ne s'est pas sacrifiée elle-même. Je crois que seul un corps jeune peut faire ce que je m'apprête à faire. Encore que Martha Jiménez était vieille. La sorcière a essayé d'autres voies, sans doute. Dans le roman, il s'agit pourtant d'une vieille dame. Je suis confus. Un peu à cause de la digestion, mon ventre entame une opérette de gargouillements. Peut-être que je suis l'élu. Peut-être que c'est un contrat d'âme que nous avons noué avant cette incarnation. Ou peut-être que cette question n'a aucune importance. Peut-être que la vie a ses mystères et que c'est bien ainsi. J'ouvre la porte. La lune est ronde, magistrale. Le ciel scintille. Le vent léger et frais passe sur mes joues. Je ferme les yeux. Je me remets en marche, de nuit, pieds nus. Je ne ressens rien. Je crois que je suis déjà parti. Je vais jusqu'à la carrière. Je vois de la lumière aux fenêtres des modules. Je peux les entendre jouer aux cartes et raconter l'étrange rencontre qu'ils ont faite. Le chef a demandé un service de sécurité en fin d'après-midi. Ils seront là dès demain matin. Mais trop tard. Je les observe par une fenêtre. Je vais maintenant cesser ce récit et déposer le smartphone dans la boîte aux lettres qu'il y a là. J'ai pris soin d'ôter le code de déverrouillage. Quiconque ouvrira le téléphone pourra lire ce récit. Mais je ne pense pas qu'il survive au Sambre. J'ai donc mis une copie sur le net qui survivra encore quelque temps. Personne ne me verra. Il n'y aura pas de caméra, pas de vigile. Je vais descendre dans la carrière. La petite tombe du rat a été profanée, je le sais. Ils l'ont déterrée. Je devrais les dévorer vivants. Je ne suis pas un monstre. Et puis, je suis repu. J'ai une mission importante à accomplir. Je ne sais plus qui je suis. Je suis devenu l'acte, le poète qui devient le poème. Je vais creuser profondément. Je creuserai sans effort. Je me sentirai vivant comme jamais auparavant. Je ne me sentirai pas répugnant. Ça, ce n'est qu'une vue d'esprit. J'irai au fond de ma tombe. Je suis désormais une bombe à retardement. Je me recouvrirai de terre. Ah, j'entends déjà l'orage gronder. La pluie est au rendez-vous. La prophétie en chemin. De grosses gouttes tombent et rendent déjà la terre boueuse.
Un homme passe une tête par la fenêtre, mais ne me voit pas. Je suis aussi noir que la nuit. Les ouvriers vont sentir une secousse. Puis la terre tremblera. Ils devront fuir, en la voyant s'ouvrir tout autour de mon tombeau. La terre tremblera plus fort. On enregistrera un séisme. Une tige de la taille d'un tronc sortira de mon ventre. Puis une autre, puis encore une autre. Une plante immense qui grandira à vue d'œil au beau milieu de la nuit. L'écosystème renaîtra. L'explosion de vie emportera la carrière, engloutira tout sous une déferlante de tiges et de feuilles. Les plantes serpenteront dans toutes les directions et s'engouffreront n'importe où. Une branche d'un ver éclatant ira vers l'une des parois de la carrière qu'elle transpercera sans difficulté. Mon âme imprégnera chaque herbe, chaque branche, chaque feuille, chaque bulbe et chaque fleur. Plus vite que le bambou, plus robuste que le baobab. Si vous survivez à la déferlante, vous regarderez les plantes d'un autre œil. Maintenant, je vous laisse, mes amis. Je vais prononcer la nouvelle et dernière incantation. Nés d'une graine, ils vécurent pour semer. Martha Jiménez et Geronimo ont donné leur vie pour le sambre. Je vais donner la mienne au sambre. La nature gagne toujours. On retourne de toute manière à la terre-mère. Rien ni personne ne peut arrêter le sambre. Ils sont endormis. Et vous? Êtes-vous toujours endormi ?